Et salut à tous, bienvenue sur FalcAlter.fr. Aujourd'hui on vous fait gagner 3 boosters Kickstarter, les conditions en fin de vidéo. Cette vidéo est la rediffusion d'un live qui a eu lieu avec QV et Keyuko. Le live a duré plus de 2 heures, donc pour que ce soit un peu plus digeste pour vous, je fais 2 vidéos d'à peu près 1 heure, donc la deuxième partie arrivera incessamment sous peu. Donc voilà, je vous souhaite écouter un très bon visionnage. On va parler des termes du TCG parce qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles Altered est le premier TCG. Merci Densha pour ton follow, ça fait plaisir. Il y a des personnes pour lesquelles Altered est le premier TCG et du coup ça nous semblait logique de parler de ça, de parler un peu des termes spécifiques au TCG, des termes que vous allez forcément rencontrer tout au long de votre aventure Altered. Et pour cette vidéo, je ne suis pas seul, bien entendu, je me suis quand même plutôt bien entouré parce que je ne suis pas un expert. Donc il a fallu que je m'entoure d'experts. Salut Keyuko, salut QV, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoute, ça va très bien, merci pour l'invitation. Bah écoute, avec plaisir, avec plaisir. Alors, est-ce que vous entendez bien Keyuko ? 1, 2, 3. Est-ce que vous entendez bien QV dans le chat? Est-ce que vous pouvez me faire un retour? Si c'est ok au niveau du son, s'il y a quelqu'un qu'il faut baisser, s'il y a quelqu'un qu'il faut augmenter, c'est maintenant. Disons les termes, Kleidos, c'est clair. On entend bien, c'est très bien. Oui, impec pour les deux. Ok, bah c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Du coup, oui, voilà, je pense que c'était quand même quelque chose de plutôt logique de vous inviter ici, parce que, bon, moi j'ai fait un peu de TCG, mais je pense que vous avez une plus grande expérience que moi en termes de TCG. Alors, juste au cas où, surtout je pense sur YouTube, au cas où il y a des gens qui ne connaîtraient pas Keyuko, je te laisse peut-être te présenter. Ben écoutez, moi c'est Keyuko, je gravite autour d'Alterd depuis environ 1 an, depuis que j'attends la sortie. En termes de TCG, j'ai commencé il y a beaucoup plus longtemps, je crois vers 96 ou 97. Ce qui fait que, effectivement, il y a pas mal de termes de TCG qui me sont aujourd'hui très familiers et que je connais. Après, c'est pas pour autant que je suis capable de vraiment correctement les expliquer. En fait, au bout d'un moment, les termes, quand on les connaît, qu'on les utilise, c'est pas forcément facile. On va tâcher de vous définir ça et puis d'être le plus clair possible. En tout cas, c'est l'espoir. Nickel, bah de toute façon on est là pour ça, on est là pour en discuter. D'ailleurs dans le chat, j'imagine qu'il y a des personnes qui connaîtront très bien aussi certains termes qu'on va utiliser ce soir, donc n'hésitez pas à donner votre avis, à donner des définitions pardon, si on se trompe. Et QV, du coup je sais pas si tu veux te présenter. Ah oui, ouais, je sais jamais me présenter alors qu'on me demande ça. Moi c'est QV du coup, ça fait un moment que je joue à Altern, depuis l'annonce du Kickstarter du coup, et avant j'étais sur Runeterra, Legends of Runeterra, le jeu de cartes Riot. Je vois très bien. J'étais à fond dessus en termes de streaming, de tournois, etc., de design, c'était cool pendant 5 ans. Et avant ça c'était plein de TCG, Gwent, Hearthstone, Yu-Gi-Oh, Magic, Marvel Snap, etc. Ok, donc clairement une bonne expérience. Salut Willow, bienvenue sur le live. Une grosse expérience TCG pour le coup. Et si je me trompe pas, vous faites partie des Exalt, c'est ça? En effet. Oui. Ou je dis totalement de la merde, d'accord. Alors pareil, sur YouTube les gars, pour ceux qui connaissent pas les Exalt, donc si je me trompe pas, c'est une team de joueurs d'Altered sur Paris, principalement? Oui, non, c'est un peu pas partout. sur Paris, c'est un peu Paris partout. C'est un peu partout. Oui, on a Trickster et Laoshiman, notamment Laoshi qui est un des fondateurs des Exalt avec Aran. Okay. Il est américain. Ok, d'accord, donc je suis, vous voyez les gars, comme quoi je dis totalement de la merde. Mais en tout cas, voilà, c'est une team de joueurs sur Altered qui ont une chaîne, qui font beaucoup d'événements. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo YouTube pour la rediff. Je vous mets le lien de la chaîne de Keyuko, je vous mets le lien de la chaîne des Exalt. N'hésitez pas à aller y faire un tour, notamment si vous voulez voir un petit peu de gameplay compétitif. Pour le coup, vous serez servi. Du coup, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je sais pas ce que vous en dites. Sur le live, là, les gens ont l'air plutôt chauds. Salut Dumnico, bienvenue à toi. Il y a des Exalts dans toutes les campagnes de France aussi, Ilad nous dit. Je sais pas si vous pouvez en témoigner, mais apparemment, ça pullule. On a même 1 ou 2 Belges pour faire bonne mesure. Et ouais, salut tout le monde, salut. Ah non, la meilleure team,
on a recruté pas mal de monde. Hein. En vrai, il y a une section un peu compétitive des Exalt qui est assez resserrée, où on n'a pas forcément envie non plus d'avoir 36 000 personnes, mais globalement, pour les events, pour un peu tout, en termes de communauté, bah en fait, on a pas mal de monde qui est arrivé dans la team, et la team est aujourd'hui assez grande. Je saurais pas te dire exactement combien de personnes il y a, mais il y a Aran qui a fait un petit bilan là il y a pas très longtemps et qui a listé un petit peu tout le monde. Il y a pas mal de monde. Il y a du monde, ouais, c'est une bonne commu, quoi, pour le coup. Vous pouvez faire des tournois qu'entre vous, il n'y a pas de souci, quoi. Il y a de quoi organiser, ouais. Après, c'était aussi le concept de l'Exalt League qui est passé, c'était de rassembler la communauté autour du jeu. Ouais, c'était bien cool, d'ailleurs, pour le coup. C'était bien cool. J'ai tout suivi. Ça se dévore assez facilement quand on est fan de jeux un peu compétitifs, pour le coup. Donc, c'était bien cool. Du coup, pour entrer dans le vif du sujet, je sais pas. Alors, les gars, ça va être à l'arrache, hein, les gars. On a préparé un petit peu, mais vous savez, voilà, ça va pas être non plus du contenu full pro. On a des termes, on les a pris, on va les sortir, et puis voilà, ça va être un peu en mode freestyle. On va dire un peu ce qu'on pense sur ces termes. Du coup, je pense que je vais rentrer dans le vif du sujet directement. Je vais prendre un terme au hasard. Et bien, écoutez, regardez. Si on parle de card advantage, est-ce que ça parle à quelqu'un? Ce terme de card advantage. Parce que ça, c'est un terme... Alors, avant toute chose, c'est pareil, j'allais oublier, tu vois, Keiyuko. On va pas parler ici de termes assez basiques du TCG, c'est-à-dire que tout ce qui va être deck, draw, tous ces termes qu'on apprend forcément de base quand on découvre un TCG, on va pas en parler ce soir, on va parler vraiment de termes qui sont peut-être un peu plus spécifiques, qu'on va être amené à retrouver souvent, mais qui ne parlent pas forcément d'eux-mêmes quand on les entend, qui ne sont pas juste des traductions littérales qui ont besoin d'un peu plus d'explications. Donc voilà, c'est... Des termes un peu plus avancés, on s'est mis d'accord un petit peu avant, parce que sinon on n'allait pas en voir le bout. Il y a une liste longue comme le bras déjà de termes qu'on met, et puis une liste longue comme le bras de termes dont on va pas parler, parce que il y en a beaucoup trop, comme tout domaine spécifique. Il y a forcément des choses qui se créent, des choses qui s'inventent, un vocabulaire qui se développe. Et par exemple, effectivement, la pioche, c'est pas quelque chose de spécifique au TCG, c'est une notion qu'on va retrouver dans des jeux de société, etc. On va essayer d'éviter les termes les plus simples, on va directement aller vers les concepts un peu plus évolués qui sont pas parlants d'eux-mêmes et qui méritent peut-être qu'on se penche dessus. Voilà, exactement. Du coup, bah écoutez, si on partait un petit peu sur le terme de card advantage, donc je pense que moi, des moments, je serais peut-être un peu plus novice que vous sur les définitions que je peux donner au terme. Alors, je sais pas si vous voulez que je donne d'abord ma définition de novice, et qu'ensuite, peut-être, vous étayez les propos, ou alors chacun donne une définition, ou peu importe, comme vous voulez. Comme tu veux, mais on peut commencer par toi, si tu veux. Ouais, bah écoute, moi, par exemple, card advantage, ce que j'en comprends en tant que joueur, c'est une notion de gagner des cartes, c'est-à-dire soit de gagner une carte en main, à la limite même En fait, c'est dans un échange que toi, tu aies utilisé moins de cartes que l'adversaire pour un résultat final, ou alors le fait d'aller draw des cartes, c'est faire du card advantage pour moi. Ce genre de choses. Je suis pas précis, hein, les gars, comme je vous dis, je suis pas un expert. Mais quand tu fais du card advantage, par exemple, je sais pas, t'as un adversaire qui pose un monstre, donc il a posé une carte, il va booster sa créature, donc il aura joué 2 cartes sur cette créature-là, et toi tu vas utiliser une carte en removal dessus pour lui envoyer en défausse. Du coup, tu auras fait du card advantage parce que tu auras utilisé une seule carte, et l'adversaire aura utilisé 2 cartes. Est-ce que c'est ça ou pas? Alors, oui. Moi, pour moi, c'est pas ça. Ouais, je veux bien. C'est effectivement un mix. Pour moi, le card advantage, c'est un terme assez générique qui comprend à la fois on va dire le nombre de cartes qu'on a en main, mais aussi ce qui est présent sur le board. À Altered, c'est un peu particulier puisque le board s'auto-gère à chaque fin de journée, puisqu'il disparaît et il va en réserve ou dans la défausse. Mais dans la plupart des TCG classiques, on va compter également ce qu'il y a sur le board pour voir si on a fait ou non du card advantage. Donc par exemple, à Magic, une grosse créature qui permet de bloquer toutes celles de l'adversaire, si l'adversaire continue d'attaquer et que notre seule créature en a tué une, puis 2, puis 3, puis 4, on aura fait du card advantage parce que simplement avec une carte on en aura géré plusieurs adverses. Ok. Et donc ça va compter aussi, par exemple, si on utilise un sort qui fait piocher.
mais il faut qu'il fasse piocher plus d'une carte. Parce que s'il fait piocher qu'une seule carte, on a remplacé une carte par une autre. Ok. C'est pas du card advantage. Il faut gagner des cartes soit en main, soit gagner des cartes sur le board Et du pour, coup, pour pouvoir parler de card advantage. je me permets de te couper du coup rapidement. Quand tu dis quand tu fais un sort qui te fait piocher qu'une seule carte, c'est du remplacement. Mais si ce sort te fait piocher une carte et un autre effet bonus qui est par exemple de donner un boost à une créature ou de défausser une créature ou ce genre de choses, là, est-ce qu'on peut parler de card advantage ou pas? Généralement, non. Non, ok. Non. Faut que une carte t'en rapporte plus, ou faut en tout cas que dans le rapport de force, tu aies, y ait un peu un nombre de cartes que toi tu as gagné par rapport à l'adversaire, quoi. Que ce C'est soit ça. sur le board ou. Ok. Après, ouais, bah vas-y du coup, Kouvi, parce que t'as pas eu le temps de... Non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est du coup dans Alterne, c'est soit t'as plus de cartes en comptant du coup la réserve aussi, vu que la réserve ça compte aussi comme une partie de ta main en quelque sorte. Mais en résumé, généralement dans Alterne, chaque carte elle vaut 1 en termes de carte d'avantage, enfin de valeur, de value et donc elle vaut 1 et enfin, quand tu la joues, parce que quand tu la joues depuis la main, c'est 0,5 et quand tu la joues depuis la réserve, c'est 0,5. Si la carte est pas fleeting, par exemple, un personnage qui est fleeting vaut 0,5 par exemple. Et du coup, en termes de. On parle de carte d'avantage quand il y a une action, pas forcément un trade, juste une action qui donne plus que ce que tu as payé pour l'avoir en termes de 1 ou 0,5. Les deux. En termes de valeur de que tu donnes à ta carte. Ok. C'est ça, exactement. Donc, j'ai vu. Enfin, tu as aussi parlé de trade, par exemple. Tu as mis 2 cartes pour trade pour gérer un personnage adverse. Donc là, c'est pas forcément directement le terme carte avantage, c'est un trade. Donc, et le résultat de ce trade, c'est du carte avantage. Ok. Par exemple, si je joue Achille d'un côté Mhm. et que Kouvi est obligé de jouer 2 cartes pour matcher les statistiques, j'aurais fait du card advantage naturel. Ok, je vois. Je comprends. De la même façon, si on joue Baba Yaga par exemple, ça met un body sur le board et ça fait piocher. C'est une carte qui se remplace, donc tel que je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait pas de card advantage dans le sens où, dans ma main j'ai remplacé une carte par une carte, mais en fait comme on a mis une carte sur le board, c'est considéré comme du card advantage. Ok. Parce que la carte, elle compte pour 2, vu qu'elle compte pour elle-même, vu que tu peux la jouer depuis la main et la réserve, et tu pioches une carte en plus, donc elle compte pour 2. En fait, chaque carte ou chaque action a une valeur et c'est un chiffre. Ok. Et ce chiffre, du coup, ça peut aller de 0,5, 1, 2, 3, 1,5, etc. Ça dépend de si ça ravitaille ou autre. Et ce chiffre, du coup, détermine le card d'avantage que tu as généré. Ok. Donc si je veux simplifier la chose pour Altered, une carte que tu vas jouer de ta main, on va considérer que c'est plus 1 comme card advantage parce que tu peux la jouer une fois de ta main et une fois de la réserve, donc 2 fois 0,5, donc on va dire que dans un monde parfait c'est une carte qui vaut 1. Donc une carte qui est piochée, c'est une carte qui vaut 1. Une carte qui est ravitaillée directement, c'est une carte qui vaut 0,5 parce qu'elle est ravitaillée, tu pourras la jouer qu'une seule fois. Si elle a fleeting, bien entendu. Des cartes qui vont perdre fleeting, elles auront peut-être plus de valeur. Mais en gros, voilà, c'est ça. Si on fait l'analogie alterne, parce que là, on va faire beaucoup l'analogie, si vous voulez, à des TCG basiques. Enfin, pas basiques, mais c'est pas le bon terme, mais des TCG, on va dire, un peu plus standards, sur lesquels on garde les boards, par exemple Magic, ce genre de choses, Hearthstone notamment. Donc là, on va surtout prendre ça comme exemple. On fera un deuxième live où on parlera précisément d'Altered et où là on parlera vraiment plus des termes Altered, mais en tout cas le card advantage pour Altered, une carte de la main en général c'est 1 de valeur, une carte de la réserve c'est 0,5 parce que tu pourras la jouer qu'une seule fois. Après ça c'est ma nomenclature à moi je pense, hein. Donc, à moi dans le sens où j'ai utilisé sans l'avoir quelque part, donc c'est pas forcément officiel, peut-être que les gens préféraient utiliser 1 et 2 ou autre, mais pour moi ça a plus de sens, enfin 1 et 0,5 ça a plus de sens pour moi. Moi je trouve que ça a du sens aussi pour le coup. Après pour moi c'est des unités différentes, c'est-à-dire qu'en fait on peut parler en termes de cartes ou en termes de play. C'est-à-dire qu'une carte alterne c'est 2 plays. Donc en fait quand tu comptes 0,5 c'est le nombre de cartes, mais quand on compte 2 c'est le nombre de plays. Okay. Et du coup après il y a les cartes qui ont fleeting, que ce soit personnage ou sort, hein, d'ailleurs, il y en a qui ont fleeting naturellement, on peut penser à la traceuse Bravos. Donc par exemple elle en termes de, quand on la pioche c'est 0,5 de value. C'est vrai. En termes de card advantage c'est pas 1. Donc en fait quand on pioche une carte,
le nombre de plays que ça nous donne, en fait, ça dépend de ce qu'on a mis dans notre deck. Si on a mis que des cartes qui se jouent 2 fois, c'est forcément 1. Mais en fait, ce qu'il faut considérer quand on va piocher, c'est que c'est la moyenne de ce que notre deck va pouvoir nous fournir. Si on a la moitié de notre deck qui sont des sorts fleeting, on fait pas le même card advantage en piochant. Donc, en fait, tout ça, ça va être dépendant des situations. Et Alterd vient un peu encore bouleverser ça, parce que par exemple, comme je te disais tout à l'heure, quand tu utilises un sort pour piocher, dans la plupart des jeux comme Magic, on va considérer que ça fait pas de card advantage. On peut penser à des sorts comme Brainstorm, Opt, ou tout ce qu'on appelle alors les cantrips, c'est un nouveau terme. Donc les sorts, c'est la notion de cantrip, c'est une carte qui se remplace elle-même, c'est-à-dire c'est une carte qui fait quelque chose et est marqué piocher une carte. Ok. D'accord. En gros, toutes les notions de cantrip, souvent ça va faire du quality advantage, ça permet de filtrer sa main et de choisir un petit peu ce qu'on veut. Ça fait pas ce qu'on appelle du card advantage. À Alterd, c'est un peu particulier puisqu'on a comment il s'appelle le sort, le Magical Training. Quand on paye 1, on pioche une carte. À ce moment-là, on n'a pas fait de card advantage. Il faut le rejouer une deuxième fois pour jouer une carte. Et souvent, la deuxième fois, on n'a pas spécialement envie beaucoup de le jouer depuis la réserve. Donc peut-être on va le laisser vanish. Donc en fait, ça va dépendre aussi de la situation en soi. En soi, le Magical Training fait du card advantage si on le joue les 2 fois. Ok, je vois. Et du coup, tu as parlé de Quality Advantage. Eh bien, écoute, c'est une parfaite transition. Qu'est-ce que le Quality Advantage ? Moi, je ne saurais pas dire. Enfin, je pense que c'est... Vas-y. De ce que tu as expliqué, ça a l'air d'être le Quality Advantage, c'est-à-dire ça te permet de choisir un peu les meilleures cartes en fonction de la situation. C'est-à-dire que tu vas les piocher, par exemple une carte qui va se remplacer d'elle-même, mais du coup tu vas aller chercher des cartes qui t'arrangent le mieux en fonction de la situation actuelle sur le board, ce genre de choses, j'imagine. C'est le fait d'avoir le choix de ce que tu vas jouer, peut-être, ce genre de choses. Je sais pas, j'avoue que le qualité avantage, je sais pas. Là c'est que de la déduction. Pas vraiment. Non, okay. Pas vraiment. Justement, la notion de choix, ça va plus être du card advantage. C'est le fait d'avoir plein de cartes en main qui va te permettre d'avoir le choix. Vas-y, Kouvi, je sais pas si tu veux répondre en premier ce coup-là, peut-être. Ouais. Quality advantage, pour moi, c'est juste avoir une carte qui est de meilleure qualité, où elle a plus d'impact sur le board qu'une carte adverse, par exemple. C'est une comparaison entre 2 cartes. Et du coup, soit le résultat, c'est soit de la value en termes de carte advantage, soit de la value en termes de stats, soit de la value en termes de tempo. Mais ça, c'est des termes, on va en parler après, mais c'est juste en général, il y a un résultat qui est plus important que la carte adverse quand on compare les deux. Par exemple, je dis, alors si je dois retranscrire un peu ce que tu viens de m'expliquer, par exemple, mon adversaire joue une 2-2-2 pour 2, moi je joue une 3-3-3 pour 2, j'ai fait du quality advantage. Ouais, c'est ça. Ok, bon j'ai bien compris alors. J'avais peur de pas comprendre. Après, parce que Kayuko... Ouais, moi j'ai une notion un peu plus vaste qui vient avec le quality advantage. En fait, c'est le fait de s'assurer qu'en moyenne, les cartes qu'on a en main ou qu'on va piocher auront plus d'impact que celles de l'adversaire. Et pour ça, en fait, ça peut être... il peut y avoir des... Alors, et c'est marrant parce que du coup, il y a plein de termes qui me viennent, des termes auxquels... Parce qu'on a, on a essayé de préparer... Non, mais on a essayé de préparer cette émission. On a pondu plein de termes, on a vraiment fait une liste assez grande. Et il y en a des nouveaux qui me viennent parce qu'au cours de la discussion... Je vais te prendre un exemple tout bête. On va faire 3 émissions, Kayuko. J'en ai aussi en plus. Donc, Imaginons que tu es à Magic, tu as une créature qui te permette de piocher une carte et de défausser une carte. D'accord, t'as fait aucun card advantage, mais t'as fait du quality advantage parce que par exemple, t'es peut-être en mid-game et tes terrains ne servent plus à rien, donc tu vas pouvoir défausser une carte inutile dans l'espoir de piocher une carte utile. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle faire du quality advantage. Ok. D'accord. Et la notion de piocher et de défausser, ça s'appelle loot. C'est un loot. Oui. La créature qui te permet de faire ça, c'est un looter. Ok. Dans Magic, voilà. Ouais, j'avais parlé avec Claudius hier, qui m'avait dit, hier ou avant-hier, je sais plus, qui m'avait parlé de ça, du côté loot dans Magic. Je connaissais pas du tout ce terme, peut-être que ça viendra dans Altered pour le coup. Je sais pareil. En termes de loot, t'as peut-être, comment elle s'appelle, t'as peut-être Ada Lovelace qui fait un peu ça, jouer de la réserve. Oui, un petit peu. Axiom est un bon exemple pour faire du quality advantage, puisque par exemple, dans Axiom,
les cartes qu'on a en réserve ont souvent plus de valeur que les cartes en main, puisque les cartes Axiom sont un peu construites de cette façon-là. Alors c'est pas le cas de toutes absolument, mais dans la majeure partie, elles sont moins bonnes à jouer depuis la main que depuis la réserve. Donc si naturellement il y a quelque chose qui nous permet de mettre une carte dans la réserve, eh ben là, on a gagné de la qualité directement. On a perdu du card advantage, mais on a gagné de la qualité. Il y a d'autres moyens de gagner de la qualité, c'est de s'assurer que les cartes de l'adversaire, par exemple, sont inutiles. Encore une fois, je vais prendre un exemple à Magic. Il y a des decks qui se jouent sans créature, notamment, par exemple. Et à partir du moment où tu joues pas de créature, bah, tous les anti-bêtes que ton adversaire joue sont inutiles. Et donc, en fait, par construction, tu vas créer du quality advantage vis-à-vis de ton adversaire, parce que de temps en temps, il va piocher une carte qui sert juste absolument à rien, qui est une brique complète. Ok, ouais, je vois. Ça peut être le cas également en mettant... Alors, désolé, je vais sortir un autre mot. En mettant de la disrupt. Qu'est-ce que c'est que ceci? La disruption, donc c'est un mot anglais, un disruption, c'est le fait de bouleverser, contrecarrer les plans. Donc si l'adversaire avait un plan en tête et qu'on l'empêche de le faire, on l'a embêté, quoi. C'est ça la disrupt, c'est embêter l'adversaire. Et du coup, bah, imaginons une carte qui Robin nous des Bois, empêche... quoi. Robin des Bois. Exactement. Et Robin des Bois est une carte qui fait de la disrupt en réduisant le quality advantage de toutes les cartes que l'adversaire va jouer. Elle fait du disrupt, elle fait du card advantage, elle fait du quality advantage, elle fait le café. Exactement. Elle fait tout, quoi. Et donc par exemple, imaginons que tu as une carte, prenons un exemple illusoire à Altered, une carte qui quand elle est en jeu te dit bah, les cartes au coup de main de 1 ne peuvent plus être jouées. Si tu sais que ton adversaire en a paqué énormément dans son deck, en jouant ça tu as fait du quality advantage. Des cartes dans sa main deviennent des briques. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, en général, quand tu joues anti-méta, tu joues un peu disrupt, quoi. Tu généralement, en fonction de la méta, quoi. Ok, d'accord. Quand tu contrôles plutôt aussi. Ok, nickel. Nickel. Bah, on apprend plein de choses, mais c'est magnifique. J'adore. J'adore. Du coup, j'en profite tout à l'heure que vite tu as parlé de value. Donc, je pense que c'est le bon moment pour sortir un petit peu ce terme de value. Qu'est-ce que la value? Putain. Et du coup, moi, tu vois, je me fous dans la merde parce que j'ai pas pensé à. Tu commences à chaque fois. Hein, ouais, c'est moi qui commence à chaque fois, donc je me fous dans la merde, tu vois. Je suis là en mode, je bois vos paroles, et puis après, je suis là, je suis fébrile sur les appuis. La value d'une carte, bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, la valeur que va avoir une carte. Ça a de la value. Moi je pense que quand une situation t'apporte de la value, moi j'aime bien prendre l'exemple du puissant djinn par exemple, le puissant djinn qui peut te permettre de piocher ou de ramper. Et bien si y a un tour où avec le puissant djinn tu vas le ramener dans ta zone d'expédition, que tu vas piocher une fois, donc la version rare, et qu'ensuite tu le rejoues et que cette deuxième fois il va tourner dans ta zone de mana, tu auras vraiment exploité le plus de value de cette carte parce qu'elle t'aura permis et de ramper et de piocher, et c'est là où en fait cette carte t'apporte de la value. Est-ce que c'est pas utiliser les cartes à leur plein potentiel, ou est-ce que c'est pas soit la valeur des cartes en termes de puissance ou en termes de ce qu'elles t'ont apporté. Là j'aurais du mal à l'expliquer par des mots, mais plus par des situations, notamment celle du puissant djinn. Je sais pas si c'est à peu près ça, ce à quoi ça correspond. C'est très difficile. À qui tu passes la main? Bah, à qui veut. Non mais t'as bien décrit, je pense. Le terme est très très général. Je pense qu'il est utilisé un peu partout. Mais il définit juste, par exemple, un 1 pour 1. Quand tu payes un coup, donc tu as payé 1 de mana par exemple, et tu t'attends à avoir un 1 en termes de stats. Si tu as payé 1 ou tu as utilisé plusieurs cartes pour avoir une combinaison, tu as utilisé par exemple 2-3 de mana pour avoir une 4-4-4 par exemple, ça c'est value parce que tu as payé moins qu'est-ce que. Enfin, tu devrais avoir une 3-3-3 et du coup tu as eu une 4-4-4, ça t'as généré de la value en termes de stats. La guerrière de Havre rare, elle génère de la value en termes de stats, parce qu'elle c'est une 4-4-4 pour 3. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Pour moi, des fois, ça peut même désigner... Du coup, ça se rapproche du quality advantage en quelque sorte. Et ça peut même désigner du card advantage dans certains cas où
l'adversaire a utilisé deux... par exemple, Afanas a mis un personnage, il l'a ancré, il a mis des boosts dessus, etc. Et toi, tu l'as enlevé en utilisant qu'une seule carte. Donc ça, t'as généré énormément de value, en plus de générer d'autres trucs, mais de value qui se traduit par du card advantage et des stats, qui est du quality advantage. Et est-ce que ça se traduit pas aussi... Alors attends, j'en profite. Merci Zora, merci Altered Blood pour le follow. J'en profite pour... Est-ce que ça se traduit pas aussi en termes de mana utilisé, la value? Par exemple, Ouais. je sais pas, je te dis une connerie. Ton adversaire joue un tour 4, te joue un kappa, tour 4. Toi, tu joues une intimidation dessus pour lui renvoyer en main. Tu as utilisé 2 de mana, il a utilisé 4 de mana. Tu as utilisé moins de mana pour, au final, que l'adversaire n'ait plus sa carte. Est-ce que ça aussi, c'est de la value? C'est ça, je pense que value, c'est vraiment le terme global qui signifie une génération de... Tu as généré un résultat qui est plus que la normale, on va dire, entre guillemets. Donc tu as utilisé 2 de mana pour avoir un truc plus fort que ce que tu devrais avoir en ayant payé... quand tu avais 2, quoi. Quand tu payes 2 normalement. Utiliser moins de mana, ouais. C'est ça, exactement. Après, peut-être que Kayuko a une définition différente. Non, j'étais en train de réfléchir pendant que vous parliez, et effectivement, j'avais pas trop d'idées de comment définir ce terme quand tu l'as mis sur place, parce que pour moi, c'est un terme vraiment très, très, très générique et qui va englober ce dont on a déjà parlé avant. Ouais. Mais globalement, si je devais le résumer, attention, c'est obtenir un avantage par rapport à une norme. C'est ça, je suis d'accord. C'est exactement ça. Donc si la norme c'est au tour 6, t'as 6 mana, enfin t'as 6 orbes et que t'en as 7, t'as fait de la value. Si t'es censé avoir dépensé 5 cartes et en avoir plus que 2 en main et que t'en as 3, t'as fait de la value. Si t'es censé avoir avancé de 2 expéditions et que t'as avancé de 3, t'as fait de la value. En fait, ça va désigner n'importe quel type d'avantage que tu vas obtenir par rapport à ce qui est attendu de façon normale vis-à-vis de ça. Et ça va notamment surtout désigner, je pense, pas mal les interactions entre les cartes. C'est-à-dire, réussir à utiliser ces ressources au maximum et à bon escient. Donc on va pouvoir parler de la curve. Si tu n'utilises pas tout ton mana à chaque tour, bah, tu perds de la value, entre guillemets. Si tu joues par exemple Lindy Way et que tu n'utilises pas la notion de sacrifice et que tu n'utilises pas son pouvoir, bah, tu perds un petit peu de la value. Et à contrario, si tu l'utilises à son plein potentiel, à chaque tour tu arrives à faire un sacrifice qui met des boosts dessus, on va dire que tu vas produire de la value. Okay. Parce que tu vas utiliser le maximum de tes ressources. Et donc souvent quand tu utilises le maximum de tes ressources, bah, tu vas être au-delà de la moyenne, au-delà de la norme. La value, on pourrait voir ça un petit peu comme une jauge que tu as au cours de la partie. Et il y a des tours où tu vas faire beaucoup de value et il y a des tours où tu en feras un peu moins. Cette jauge augmente ou diminue en fonction de tes tours, quoi. Tout à fait. Ouais, ça peut être pendant le tour en entier. Ça peut être aussi si tu prends en considération un trade en particulier. Donc ça englobe un peu les deux. Okay, ouais, okay. On peut prendre un autre exemple avec Gendark par exemple à Altered, qui est une carte qui a très peu de value le tour où tu la joues, puisque prenons sa version commune, elle est 2-2-2 pour 4. C'est pas terrible. Mais si jamais à ce tour-là, tu as réussi à faire du 1 pour 1, à avancer d'une expédition pendant que ton adversaire avance de l'autre, finalement, tu n'auras pas vraiment payé ce défaut de value et tu vas récupérer des ressources gratuitement au tour d'après. Donc si jamais tu arrives à rentabiliser cette Gendark à un tour X, bah on dit que tu auras fait de la value pour le tour X plus 1, parce que du coup, tu commences avec plus de stats et plus de chances de remporter les 2 expéditions sur le tour d'après. Ok, je vois. Je profite de cet instant pour voir un peu ce que vous dites dans les commentaires. Alors, ça discute beaucoup, hein. Ouais, il y a Skax qui dit « Petit plaisir de fin d'émission, vous essayez de faire une phrase qui a du sens avec le plus de termes possible. » Je pense que ça va être difficile, En gros, on nous dit en gros le card advantage, c'est de la value. Oui. Mais c'est ça. Ok. Ah, mais je viens de voir un terme que j'ai oublié de rajouter. Bon, on verra si on a le temps de faire tous les termes ce soir. Du coup, je vais en profiter. Est-ce que, donc, de la description que tu m'as dit, ramper, ça fait de la value. Qu'est-ce que le ramp? Je pense que ça ira un peu plus vite. Bon, pour moi, ramper, je pense, pour une fois connaître la bonne définition, pour moi, ramper, c'est augmenter ta valeur de mana ou la valeur des ressources que tu dois utiliser pour jouer des cartes. Un tour où tu es censé avoir 6 mana, si tu en as 7, s'il y a une carte qui t'a permis d'en avoir 7 de façon définitive,
c'est que tu as rampé. Et je crois d'ailleurs que ce terme vient de Magic. Je vais vous laisser préciser ça. Je pense que vous connaîtrez mieux que moi la carte en question et la définition exacte. Mais pour moi, ramper, c'est augmenter sa valeur en mana. Et du coup, l'avantage que ça a, c'est que les tours suivants, on peut jouer soit plus de cartes que notre adversaire, ou soit des plus grosses cartes, ce qui fait que du coup, c'est de la value, parce que... est-ce que du coup, ça te permet aussi d'avoir du card advantage, alors, ramper? Pas vraiment. Pas vraiment? Ok. En général, au contraire, la ramper, ça fait du card disadvantage, parce que... Ouais. On en a des exemples. Alors effectivement, le terme ramp, ça vient de Rampant Growth, croissance luxuriante, je crois en français, qui est une vieille carte de Magic qui est en vert. Et historiquement, à Magic, c'est la couleur verte qui est la couleur la plus associée à la notion de ramp. Ok. Que ça soit en posant des elfes de Llanowar, par exemple, qui produisent du mana, donc à Altered, ça serait des permanents, puisque voilà, à Magic, les créatures sont des permanents, puisqu'ils restent de façon permanente sur le board. Du coup, à Altered, on a Mana Channeling, canalisation de mana, je crois en français, qui du coup te coûte 2 de mana, te fait perdre une carte, et te file un mana pour le tour d'après. C'est-à-dire qu'à ce tour-là, ça a juste rien fait, et t'as perdu une carte complète, juste pour mettre une orbe. Ok. Donc en termes de cartes qui vont venir impacter le board et la condition de victoire, t'en as perdu par rapport à ton adversaire. Et est-ce que... Vas-y, Cuvi. Non, vas-y, pardon. J'allais dire, est-ce que du coup des cartes comme Aja, par exemple, ou des cartes comme les Djinns dans Altered, Aja qui, quand tu la joues, prend la première carte du deck de chaque joueur, fait ramper, est-ce que du coup c'est du card disadvantage? Peut-être que oui, parce que tu fais ramper aussi l'adversaire. Je sais pas. Mais est-ce que aussi, par exemple, les Djinns qu'on a utilisés et qu'on va remettre dans la réserve une fois qu'on les a joués 2 fois, est-ce que... Enfin, dans l'encre, pardon. Dans les manas, je confonds tous les TCG. Dans le mana, une fois qu'on les a joués 2 fois, est-ce que c'est considéré comme du card disadvantage parce que tu les as quand même joués avant de les mettre dans ta zone de mana? En fait, généralement, il n'y a pas forcément de rapport direct entre ramp et card advantage, généralement. C'est les Djinns, si on prend l'exemple du grand Djinn, si tu le joues depuis, ou même le petit, mais le grand Djinn, si tu le joues depuis la main et tu le mets, dès qu'il quitte du coup l'expédition, tu le mets directement en mana, donc il n'est pas fugace, tu l'as joué depuis la main. Là, du coup, t'as perdu du card advantage parce que tu l'as pas rejoué depuis la réserve, tu l'as considéré comme une carte fleeting. Par contre, si tu l'utilises 2 fois, donc tu le joues depuis la main, puis une fois depuis la réserve, donc tu as utilisé toutes les 0, donc on a parlé des 0,5, tu as utilisé les 0,5 depuis la main, les 0,5 depuis la réserve, et du coup là, tu l'envoies en mana, là, t'as pas perdu de card advantage, mais t'as ramp. Vu que tu as un mana en plus. Donc la définition de ramp, c'est juste avoir plus de mana. Par exemple, le jour 2, tu es censé avoir 4. Si tu as 5, tu as ramp. C'est juste avoir plus de mana à un instant T grâce à un effet d'une carte. Voilà. Donc si par exemple l'adversaire a utilisé une carte qui va sacrifier un de ses orbes de mana, par exemple Mana Eruption, c'est une carte qui coûte 2 et tu sacrifies un de tes orbes pour défausser un personnage ou un permanent. Ça par exemple, ça te fait ramp toi. Il n'y a pas eu de gain de mana, mais il y a une perte de mana, mais ça te fait ramp quand même, vu que tu es en avantage de mana par rapport à l'adversaire à cet instant. Ok, je vois. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Keyuko? Je voulais répondre à ton exemple peut-être de Aja. Aja c'est un exemple assez particulier puisqu'en fait, généralement quand on dit ramp, c'est qu'on va plus vite vers plus de ressources. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est rare que ça soit un effet symétrique. Là l'exemple que tu as pris, c'est un effet symétrique. Donc effectivement, les 2 joueurs rampent, mais la Aja, tu as quand même mis un body sur le board, et d'ailleurs il est même plutôt très très bon par rapport aux statistiques. Quelque part, le fait de double ramper, c'est ni un défaut ni un avantage là pour le coup. C'est un trade-off. Il y a des chances que toi tu aies prévu ton deck pour profiter plus de la rampe que celui de ton adversaire. Imagine. Voilà, exactement. Tu vas produire du quality advantage parce que, imaginons que ton adversaire joue, je sais pas, Kojo avec que des petits personnages qui coûtent pas cher. Tu vas lui permettre de jouer tous ces personnages plus vite. Très bien. Sauf que toi, tu vas pouvoir jouer des gros personnages et tu as déjà prévu ça dans ton deck. Et donc en fait, tu vas faire en sorte que
ok, lui il va s'accélérer, mais lui il va s'essouffler contrairement à toi. Parce que ton deck est prévu pour profiter de la rampe et pas le sien. Ok. Donc tu fais de la rampe symétrique, mais tu vas créer une sorte d'advantage parce que toi t'es préparé à ça alors De que par ton ton- adversaire ne l'est pas. De par ton Ouais. deck build, quoi. Exactement. Ok. Ok. Parfait. Bah écoutez, je pense que c'est clair pour le coup. Je vais essayer de prendre des termes sur lesquels on peut peut-être aller un peu plus vite pour garder d'autres termes un peu pour varier un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'une carte vanille ou vanilla? Parce que ça peut paraître bête, mais moi, quand je l'ai appris là, il y a pas longtemps. On m'a dit cette carte-là, elle est vanille. Et j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que vanille? Qu'est-ce que c'est? Et j'ai appris que c'était une carte qui n'avait pas d'effet, qui était juste des stats pour un coup. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer d'où ça vient ce terme ou apporter des précisions? Bah, d'où ça vient? Je pense que vanille, c'est juste le goût un peu de base. Donc, quand on dit que quelque chose est vanilla ou que tu as des goûts vanille, ça veut dire des goûts un peu basiques sans rien. Donc là, ça se traduit par sans effet. C'est juste une carte qui a pas de texte. Donc, Ok. Par exemple, c'est Voilà. C'est le cornet vanille, tu vois, c'est le oui, goût c'est de base. le goût de base, ok. Ouais, tu vois. Guerrière de Havre Ouais. en commune, scribe runique du monolithe en commune, ce genre de choses, quoi. Des Ouais. cartes C'est de la vanille. qui posent juste des stats. Ok. Ok. Et d'ailleurs, intéressant, on pourra en discuter peut-être la prochaine fois plus avant, mais est-ce que des cartes... Non, on en parlera la prochaine fois. Ah là là, on a trop dit ou pas assez, elle a fait du teasing. Du coup, Mais j'allais utiliser un mot qu'on va expliquer dans la prochaine vidéo parce que c'est propre à Altered pour le coup. ok. Bon, bah Donc je d'accord. préfère ne pas le faire. On le garde pour la prochaine vidéo. Un terme que tu as utilisé tout à l'heure, Keyuko, qui est la curve. Qui se rapproche beaucoup de ce dont on vient de parler. La curve, est-ce que je l'explique ou vous l'expliquez directement peut-être? Non, vas-y, on t'en prie. Bah, C'est tellement... pour moi, la curve, c'est la curve de mana. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, dans Altered, pour rapporter ça à Altered, la logique veut que tour 1, tu aies 3 de mana, tour 2, tu aies 4 de mana, tour 3, tu en es 5, ainsi de suite. Donc ça, c'est ta curve de mana, c'est-à-dire le nombre de mana auquel tu as accès à chaque tour. Et donc ça représente la curve. Et jouer des cartes qui sont curvées, utiliser la totalité, c'est utiliser la totalité de ta curve. Par exemple, tu es tour 2, tu as 4 de mana, tu vas faire un tour curvé, c'est-à-dire que tu vas jouer un tour 1, puis un tour 3, ou tu vas jouer 2 tours 2, tu vas utiliser la totalité de tes manas disponibles, donc tu vas faire un tour, ce qu'on appelle curvé, tout simplement. Et tu peux prévoir aussi tes curves en fonction du nombre de manas que tu auras au prochain tour. Tu peux déjà te dire, ah ben je pourrais jouer ça pour 3, ou ça pour 2, ou alors ça pour 5, et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que je l'entends, la curve, pour le coup. Yes. Est-ce que j'ai bon? Est-ce que j'ai le bon point? À qui passe la parole? Oui, il n'y a pas de... Je pense que c'est ce que tu as dit. Pour moi, c'est un terme qui est vraiment associé à Hearthstone. C'est un peu le jeu qui a instauré ce terme. Donc, c'est juste jouer du coup un T1 quand tu as 1 de mana, un T2 quand tu as 2 de mana. C'est pas forcément jouer Enfin, tu peux aussi jouer 2 T1 quand tu as 2 de mana et du coup ta curve aussi. Le curve, pour moi, c'est juste que tu as utilisé toute ta mana et pendant tous les tours. Ok, Keyuko, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ouais, alors moi c'est un terme que je connais depuis Magic dans les années fin des années 90 hein, donc et surtout ça a deux sens différents. Là t'as mis le mot curve tout seul, mais en fait on va parler de différentes choses quand on parle de curve. Il y a effectivement en cours de jeu se curver, être on curve, c'est réussir à utiliser tout son mana de manière efficace. Faut pas non plus faire des trucs qui ont aucun sens juste pour utiliser son mana. Faut quand même se curver, c'est quand même arriver à faire des trucs efficaces avec tout le mana disponible qu'on a à un moment donné. Et il y a aussi la curve du deck. Et ça, c'est complètement autre chose. Ouais. Oui. Ça va être en gros le nombre de cartes qui coûtent 1, le nombre de cartes qui coûtent 2, le nombre de cartes qui coûtent 3. Et ça, c'est des termes qui existent depuis... Enfin, la courbe de mana d'un deck, c'est un truc qui existe depuis extrêmement longtemps. C'est une des notions de base de deck building qui existe depuis vraiment... c'est une des premières notions qui a été
on va dire, un petit peu instauré en termes de deck building. D'ailleurs, deck building, on n'en a pas parlé. Euh, mais je fais pas exprès, j'utilise le terme parce que Non, voilà, mais t'as hein, raison. c'est Mais comme en plus, ça. ça Ici, on donne dit les termes. ça donne des transitions parfaites, tu vois. Donc c'est. Mais moi, je connais très bien les transitions. Et du coup, la curve, désolé QV, mais je connaissais largement avant Hearthstone. Enfin, genre C'est vraiment, peut-être c'est. Hearthstone qui l'a démocratisé Ouais, je pense. un peu plus, peut-être. Je sais pas. Parce qu'en fait, pour moi, de ce que j'ai vu pendant la période Hearthstone, c'était plutôt. Il y avait vraiment des règles précises dans Hearthstone. Surtout au début, c'était vraiment. Il faut avoir exactement 10 cartes qui coûtent. Non, il y avait un ratio. C'était 5 cartes qui coûtaient entre 1 et 2. Et c'est genre. Bref, il y avait un truc vraiment précis pour le deck building. Mais du coup, pour moi, c'était. Ça existait. Ça existe aussi à Magic. Vraiment, c'est genre, Ouais. il faut 8 cartes à 1 pour en avoir une en main de départ, etc. etc. Ouais, en termes de deck building, quand on parle de cartes, c'est juste des statistiques. Faut construire le deck. Par exemple, si tu fais un deck avec que des cartes qui coûtent 3 ou 4, t'as des. Ou que des cartes qui coûtent 4, par exemple. Peut-être au tour 3, t'auras rien à jouer. Donc, t'auras pas curvé du tout parce que t'auras perdu toute ta mana. Ou si t'as que des cartes qui coûtent 3 dans le deck, au tour 4, du coup, tu vas perdre 1 de mana. Au tour 4, pardon. Au jour 2, quand t'as 4 de mana, tu vas en perdre 1. Et enfin, c'est assez clair. Il faut juste avoir des cartes avec différents coups de mana pour ne pas avoir des trous de mana en fin de tour. Pour que ce soit bien curvé et que tu perdes pas des manas dans l'air, quoi, tout simplement. Après, faut pas se mettre non plus billet en tête, c'est-à-dire que se curver, ça peut être bien si on fait des choses efficaces. Je reviens là-dessus, hein, j'avais précisé le truc. Mais il vaut mieux parfois ne pas se curver pendant une partie et faire quelque chose de plus efficace avec moins de mana et quitte à sacrifier. Bien sûr. À sacrifier un petit. Enfin, c'est pas un sacrifice, hein, le truc est pas perdu, mais juste ne pas l'utiliser à un tour précis. Par exemple, on est à un tour avec 4 orbes de mana disponibles. On a absolument besoin de saboter quelque chose chez l'adversaire qui est crucial. On va jouer le Horde Spy qui coûte 3, il nous reste 1 et on n'a rien à jouer. Bon bah tant pis, c'est pas un drame. Si le sabotage peut être lui qui nous met des termes dans le Discord pendant qu'on parle. Celui-là, je l'avais déjà mis celui-là. Okay. Et du coup, c'est pas très grave. Donc, des fois, il vaut mieux privilégier de l'efficacité à la curve. Okay. Il y a aussi pour revenir au deck building, il y a aussi quand on va parler de low curve, c'est-à-dire on va par exemple avoir un deck, on va dire, je vais jouer un deck low curve. Ça va être un deck qui va, je sais pas, avoir maximum des personnages à jouer qui coûtent 3 ou des créatures à Magic qui coûtent 3. On va s'interdire de jouer des cartes qui coûtent plus cher parce qu'on veut exprès avoir un deck low curve qui peut pondre sa main et prendre l'adversaire de vitesse en floudant le board. Ok. Flouder, board. Du coup, on a parlé un peu de deck building. Donc j'en profite pour aller sur ce thème. Le deck building, alors attendez les gars, parce que là, si je vous le mets comme ça, deck building, écoutez, je pense ça parle de soi, c'est juste la traduction littérale, c'est de construire un deck, la faculté à construire un deck, mais à ce que ce soit cohérent en fait, surtout à réussir à construire un deck cohérent. Donc justement, il y a le principe de curve à respecter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme principe à respecter quand tu deck build QV par exemple? Est-ce que tu as des règles, notamment chez Altered peut-être? Est-ce qu'il y a un ratio de sorts à respecter, un ratio de permanence? Ouais. Je pense que le deck building, vraiment, c'est un terme qui mérite peut-être toute une vidéo, une session pour lui-même. Parce que c'est un truc très vaste. Il y a plein de trucs en deck building, mais pour résumer, je pense dans Altered, un truc qui est différent des autres jeux, c'est les stats. Par exemple, vu que t'es pas tout le temps sur les mêmes biomes, t'as besoin tu peux pas avoir que des cartes qui ont, surtout en Lyra, donc Lyra doit faire attention à ça, plus que les autres factions. Je peux pas avoir des cartes qui ont que montagne et plantes, parce que tu pourras jamais avancer en eau. Donc, quand tu joues Lyra, il faut avoir un équilibre du coup entre plantes, eau et montagne, comme ça tu peux avancer, tu peux être flexible et t'adapter à la situation. Et ça s'applique aussi aux autres decks, quand tu as des cartes qui sont pas
qui ont pas des stats mirror, donc qui ont pas des 1, qui sont pas des 1-1, 2-2-2, etc. Donc ça, c'est un truc important dans Altern qui n'existe pas forcément dans les autres jeux de cartes. Mais à part ça, en termes de deck building, tu peux pas avancer avec des sorts, sauf si le sort invoque des stats et des personnages. Tu peux pas avancer avec des sorts, donc c'est important d'avoir un équilibre, de pas mettre trop de sorts. Comme ça, tu peux avoir assez... comme ça, tu briques pas, du coup, c'est un prochain terme. Et tu peux avancer, tu peux quand même jouer. Ok. C'est juste, ça va être quelques exemples. Ok. Kayuko, t'as peut-être... Ouais, alors moi c'est un terme que j'ai vu évoluer quand j'ai commencé à Magic. Alors évidemment j'étais jeune et tout ça et j'étais là en mode ah j'aime bien jouer rouge-noir et des trucs comme ça et ça me fait rigoler aujourd'hui parce que c'est d'une naïveté terrible, c'est-à-dire quand on dit tu jouais quoi? Ah je jouais vert rouge. Et donc c'était tout mignon à l'époque, le deck building en était assez balbutiement, hein. Faut bien comprendre que les TCG à l'époque ça avait 5 ans, c'était tout nouveau. Les gens en plus, il y avait des règles de construction dans les premières éditions de Magic qui étaient extrêmement bizarres. Plus c'était l'établissement des formats. Enfin, tout ça, c'était naissant. J'ai vu après l'apparition on en parlera un petit peu des archétypes, où tu disais plus juste je joue rouge-vert, tu disais ah bah je jouais un mid-range bidule machin avec telle carte. Et en fait, les decks prenaient des noms. Et aujourd'hui, on voit des dingueries en termes de deck building. Les gens sont trop forts, notamment avec tout ce qui va être sideboard, tout ce qui va être l'utilisation de certaines cartes qui peuvent avoir plusieurs lignes de play, etc. Enfin, aujourd'hui, le deck building est arrivé à un niveau. Enfin, j'ai vu la progression et c'est une dinguerie comme ça a pu évoluer. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'établir un plan de jeu. C'est-à-dire, vous avez un héros, dites-vous juste comment est-ce que je gagne la partie, quelles vont être mes forces et mes faiblesses. Vous pouvez essayer de compenser vos faiblesses ou au contraire vous pouvez tenter de les ignorer et d'appuyer vos forces, mais établissez un plan de jeu et ça ira mieux. Et aujourd'hui je retrouve un petit peu cet aspect dans Altern, les gens qui demandent tu joues quelle faction, et en fait ça n'a aucun sens de demander. C'est un peu comme comme à Magic au début, genre tu joues quelle couleur, je trouve ça tout mignon, tu joues quelle faction. Mais entre Afanas et Lindy Way, c'est pas du tout le même type de construction, c'est pas forcément le même type de gameplay. Ça va vraiment changer. Et du coup, la faction veut pas dire grand chose. Est-ce que demander quel personnage tu joues, ça oriente un peu plus le... Alors, il y a des persos qui effectivement peuvent avoir plusieurs orientations. Moi, j'ai beaucoup joué Kojo et j'envisage vraiment plusieurs orientations, par exemple, dans Kojo. Donc, ça n'a pas forcément beaucoup plus de sens. Ça en a déjà beaucoup plus que juste la faction. Ouais. Mais c'est pas forcément, comment dire, non plus... ça indique pas tout, quoi. Ça indique pas tout. Donc on reviendra un petit peu là-dessus, mais par exemple moi à Magic je jouais un aggro combo et il était tricolore, qui était un peu good stuff.deck au passage. C'était voilà, en fait ça avait plein de forces et plein de faiblesses. Je savais ce que je jouais et en fait c'était un deck tier 2 d'une méta, etc. Donc ça a du sens et donc dans le deck building c'est qu'est-ce que je suis en train de construire? Quel est mon plan de jeu? Pour moi, c'est ça qui est important quand on veut fabriquer une pile de cartes. Ok. Du coup, on va passer sur un autre terme dont tu avais parlé, que j'ai oublié. Bah écoute, on va parler d'archétype, puisque tu as parlé d'archétype tout à l'heure. Est-ce qu'on donne la définition d'archétype, ou est-ce qu'on va voir est-ce qu'on va voir les différents archétypes, pardon. À la limite, on peut déjà donner la définition de qu'est-ce qu'un archétype dans un TCG. Je vais vous donner ma définition de gros noob. Comme d'hab, on t'écoute, hein. Pour moi, un archétype, c'est une famille, on va dire, dans un TCG, ou un plan de jeu, une façon de jouer autour de laquelle nos cartes vont tourner. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on peut dire que... Enfin, c'est un style de jeu. C'est peut-être plus ça qui serait... que je trouve être bon en termes de définition. C'est un style de jeu. Est-ce que tu vas jouer
un peu plus des petites bêtes qui vont agresser l'adversaire, ou est-ce que tu vas jouer un petit peu slow, ou tu vas jouer des gros tons, ou c'est une stratégie, un style de jeu. J'aurais tendance à dire ça. Ouais, je pense que c'est très bien résumé le truc. C'est juste un ensemble c'est un style de jeu ou des stratégies qui partagent le même thème ou les mêmes caractéristiques ou les mêmes types de cartes ou peut-être que c'est que des robots, donc archétype robot, du coup c'est Bureaucrate, c'est un archétype du coup. malheureusement oui. Ouais, mais du coup ça a généralement le même but, le même plan de jeu généralement, et ça a les mêmes faiblesses. Donc par exemple, l'archétype, un deck qui va mettre plein de petites créatures, va galérer à contest sur un côté, par exemple, où gérer une seule grosse créature, ou je vais parler généralement plutôt, un archétype, donc un deck ou un archétype qui a besoin de temps pour setup, donc c'est un archétype à setup qui peut-être avec des permanents ou autre, qui tourne autour d'un thème, d'une stratégie bien particulière, aura du mal généralement contre les decks qui sont plus rapides, qui n'ont pas besoin de setup, qui vont taper très fort très, très rapidement. Ok. Donc il y a un partage de faiblesses, partage de buts, et il y a généralement le même thème, les mêmes synergies, etc. Ok. Kiyuko, je sens que tu as des choses à rajouter. Bien sûr, on s'en réfère au célèbre philosophe Jung. Non, bah en fait, archétype, ça a le même sens que dans le sens commun du terme. Alors, qui en gros, c'est la catégorie du truc. Donc, si on en suit la définition que j'ai été chercher sur Google, c'est le principe antérieur et supérieur en perfection aux choses, aux êtres qui en dérivent. Donc, en gros, c'est. Ouais, mais voilà. Non, mais tout simplement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte de catégorisation des decks. Si on arrive à leur trouver un point commun, bah, ça en fait un archétype. Okay. Donc, on parlait de robots. Donc tous les decks qui vont jouer, booster, avoir la notion de robot pour créer des synergies et de la value, hein, on en revient à la value, bah, ça va être un archétype robot. Maintenant, ça ne nous dit pas s'il va tenter de gagner vite ou de gagner lentement. Okay. Et au contraire, on pourrait avoir un archétype token, et pareil, on ne sait pas s'il va tenter de créer plein de tokens très vite ou s'il va tenter de créer encore plus de tokens encore plus loin, mais en leur mettant des boosts par exemple. Et tenter de gagner en late game. Et en fait, bah du coup, on aurait l'archétype robot d'un côté, l'archétype token de l'autre, mais en fait, on peut aussi rayer ça et dire, bah en fait, celui qui utilise des robots et qui veut aller vite, et celui qui utilise des tokens et qui veut aller vite, bah c'est des archétypes early game. En fait, c'est une notion de catégorisation des différentes stratégies, des différents types de decks, et de comment on peut les regrouper pour que ça ait du sens pour nous dans notre tête, quoi. D'accord. Et du coup, bah, on va enchaîner directement là-dessus. On va prendre peut-être un archétype. Qu'est-ce que un jeu aggro? Un jeu qui va être aggro. Moi, selon moi, un jeu aggro, bah, comme ça le dit, c'est un jeu qui va être agressif, qui va souvent jouer des... Alors, je vais prendre... Vas-y, dis-moi. Je pensais qu'on allait garder les... Donc, aggro, mid-range, contrôle et tout pour... En fait, on va parler de la définition de ça dans les TCG classiques. Et on reparlera de ça dans la version Altered, parce que, effectivement, on peut pas transposer ça exactement à Altered, mais en tout cas, dans un TCG classique, aggro, pour moi, par exemple, à Hearthstone, Q8, ok, jouer Hearthstone, pour moi, c'est essayer de foncer tête baissée et d'aller diminuer les points de vie de l'adversaire, donc soit de jouer des petites créas qui vont attaquer tout de suite, ou qui vont attaquer fort par rapport à leur coût en mana, ou alors je jouer des sorts qui vont directement enlever des PV à l'adversaire. En gros, ça va être de finir l'adversaire le plus rapidement possible, tour 5 par exemple. si une partie moyenne dure 10 tours, tu vas essayer de le finir tour 5. Donc tu vas beaucoup jouer des cartes de ta main, donc tu risques de te retrouver à court de ressources au cours de la partie, mais en tout cas tu vas foncer tête baissée dans l'adversaire. Pour moi, c'est ça une stratégie aggro. Ouais. Est-ce que pour toi c'est ça Keyuko ou QV, peu importe. QV, bah QV, je t'ai parlé de Hearthstone, donc tu peux me dire. Ouais, dans Hearthstone, bah, je pense que je suis d'accord avec ce que tu as dit. C'est plutôt ça. C'est généralement, par exemple dans Hearthstone,
euh, tu vas... Aggro, généralement, c'est des decks qui vont pouvoir sacrifier, faire de mauvais trades. Donc, par exemple, il y a une 1-1 sur le board et l'adversaire a une 2-2, mais avec la 1-1, tu tapes directement le... Ou, on va garder cet exemple, tu tapes le héros, les points de vie directement, même si après tu te prends un très mauvais trade. Oui. Donc tu perds des... généralement aggro, ça perd en card advantage. Donc tu sacrifies, tu utilises le card advantage comme ressource pour pouvoir taper plus vite, avancer plus vite. Et tu t'en fous du trade du board. C'est vraiment... au contraire de midrange, tu t'en fous du board, tu t'en fous du card advantage, tu t'en fous de tes points de vie à toi. Le plus important, c'est de finir l'adversaire le plus vite possible. Et tu utilises toutes les ressources possibles pour arriver à ce but. Ok. Keyuko, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, pas vraiment. Ça se retrouve dans tous les TCG classiques. Alors, j'ai mis dans le chat là, les Murlocs, je sais pas, mais à Hearthstone. Mais j'imagine qu'il y en a d'autres, mais c'est l'image que j'en ai là. À Magic, historiquement, il y a ce qu'on appelle les Winnie White, ou les Zoos, ou les Gobelins. Donc, qui vont être en gros des archétypes d'aggro, enfin des sous-archétypes aggro, bref, aggro étant un méta-archétype, et en dessous, voilà, on va avoir effectivement des decks qui vont se dire moi je joue que des créatures à 1 et 2, je lâche toute ma main, et si l'adversaire n'arrive pas à gérer, généralement il va se prendre tellement de points de dégâts que je vais réussir à le tuer avant qu'il ait fini ou même commencé à développer vraiment sa stratégie. Et c'est là où justement on verra si on peut transposer ce terme de aggro dans Altered, étant donné que dans Altered, le but c'est pas de tuer l'adversaire, et on en parlera justement lors d'un prochain live et d'une prochaine vidéo. Il y a des termes qui peuvent revenir comme ça aussi. Il faut savoir que il y a des niveaux d'agressivité. Donc on peut avoir que des bêtes à 1 et 2 par exemple, mais aussi, on peut aussi avoir des decks qui vont avoir des curves un petit peu plus hautes, qui vont mettre des bêtes à 3 et à 4, qui vont être suffisamment quand même agressives pour être considérés comme l'aggro face à d'autres archétypes, mais qui peuvent prendre le rôle de midrange ou de contrôle face à des trucs encore plus agressifs qu'eux. Donc on va dire il y a des niveaux d'agressivité qui fait que ton rôle parfois dans le match-up peut, selon le match-up, peut changer. Et du coup, il y a une notion qui revient, un terme qui revient de temps en temps, c'est ce qu'on appelle passer en dessous. Et passer en dessous, c'est l'idée d'aller plus vite que l'adversaire, d'avoir une curve plus basse que lui, et donc par exemple face à un deck contrôle, un deck qui va être un peu mid-range va dire bah écoute, le deck contrôle il va être plus fort que moi en fin de partie, et donc il faut que j'arrive à passer en dessous, c'est-à-dire que même si je suis pas extrêmement agressif, c'est-à-dire au maximum possible, je le suis quand même moyennement, mais mon rôle dans le match-up ça va être de passer en dessous, et passer en dessous en gros ça veut dire je prends le rôle d'agresseur, et je vais tenter de tuer mon adversaire avant qu'il ait réussi à développer sa stratégie qui est plus efficace que la mienne en fin de partie. Et du coup, bah tiens, tu as parlé de midrange, on va parler un peu de la stratégie midrange de cet archétype. Pour le coup, midrange, personnellement, j'ai l'impression que c'est un peu comme son nom le dit, le mid-range, quoi, comme ça s'explique. C'est-à-dire que c'est un deck qui va avoir assez de cartes pour pouvoir gérer le début de partie, avoir des cartes qui seraient peut-être aggro, qui vont gérer les cartes aggro adverses, mais qui aura aussi des cartes qui peuvent permettre de gérer aussi le late game. C'est aussi un deck qui va vouloir faire beaucoup de cartes advantage. Non, pas de card advantage. Alors attendez, parce qu'il faut que je retienne les termes, c'est pas évident. Ouais, c'est soit un deck qui veut faire beaucoup de value avec ses cartes, ou du card advantage. C'est aucun des deux, on a parlé du terme avant. Ah là là, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un deck qui va vouloir faire des bons trades avec ses cartes. Du quality advantage. Du quality advantage, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est un deck qui va vouloir faire le plus de quality advantage, mais pour moi, c'est un deck qui saura gérer les decks aggro et qui a quand même les armes pour aller gérer des decks contrôle, qui est aussi bon au début qu'en fin de game, enfin, selon moi. Après, je me trompe sûrement. Keyuko, qu'est-ce que t'en penses ? Alors pour moi dans ma vision c'est un deck qui va s'adapter, qui va être moins aggro que les plus purs aggro, donc comme c'est un peu l'exemple que je donnais, c'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter sa curve à 3, il va peut-être monter à 4,
de façon à ce qu'à un moment donné, il puisse poser quelque chose qui va manger les bêtes adverses. C'est-à-dire qu'il va suffisamment avoir quand même de rapidité pour pouvoir résister, pouvoir égaliser un deck aggro, mais au bout d'un moment, il va finir par poser un truc qui va être plus gros. Et donc, il va prendre le rôle un petit peu de contrôle. Donc, il va souvent aussi avoir pas mal d'anti-bêtes ou des trucs comme ça. Donc, il va généralement avoir... En fait, c'est un deck qui va avoir une versatilité dans son match-up. Il va pouvoir prendre le rôle soit d'aggro, soit de contrôle, selon à qui il fait face. Pour moi, historiquement, alors c'est le dernier archétype qui est sorti. C'est quand j'ai commencé Magic, c'est pas un archétype qui existait. La Sainte Trinité, c'était aggro, contrôle, combo. Ok. Ouais. Je pense que midrange, du coup, c'est vraiment lié au jeu. Parce que le midrange d'un Hearthstone, c'est pas pareil que le midrange d'un Runeterra, c'est pas pareil que le midrange dans Magic, c'est pas pareil que le midrange dans Altern. C'est vraiment peut-être le mot entre les quatre, du coup, midrange, aggro, combo, contrôle, qui s'adapte totalement, qui change totalement par rapport au jeu. De définition, ouais. Oui. Ok. Du coup, on en a parlé forcément, on va en parler. Qu'est-ce qu'un deck contrôle pour le coup? Contrôle, si, pareil, si je dois reprendre ça pour Magic ou pour Hearthstone, c'est un deck qui va plus miser sur la fin de partie, donc qui ne va pas agresser, mais qui va faire en sorte que la partie dure le plus longtemps possible, parce qu'il aura construit son deck autour de ça. Donc qui va gérer les créatures adverses, qui va se rendre des PV dans Magic ou dans Hearthstone, va se rendre de la vie pour que la partie dure plus longtemps. Et qui à la fin va prendre le dessus parce qu'il aura soit des grosses créatures qui seront très grosses et qui seront difficiles à gérer, ou soit des gros sorts qui vont clean tout d'un coup pour se reconstruire. En fait, on va laisser l'adversaire poser un board, on va clean le board avec un gros sort de zone, et puis on va reposer derrière nous, ce genre de choses. Pour moi, c'est ça un peu un jeu contrôle. Kouvi, qu'est-ce que t'en penses? En général, pour moi, contrôle, c'est l'archétype qui est le plus... où il y a le plus de... On a parlé de disruption avant, disrupt. Donc c'est les cartes qui vont soit ralentir, soit empêcher complètement les stratégies adverses en général. Pour moi, c'est le deck l'archétype qui a le plus d'atouts comme ça. En plus d'être l'archétype le plus réactif. Donc c'est un archétype qui va vraiment bénéficier d'être en position de réaction. Donc il n'y a pas vraiment de proactivité en contrôle généralement. Enfin, il y en a quand même parce que tu en as besoin. Mais c'est un deck qui n'aime pas du tout être proactif, qui adore réagir à ce que l'adversaire fait pour pouvoir punish avec tous les trucs qui ralentissent et disrupt, etc. Pour moi, c'est un des persos, un des héros qui sont à peu près contrôle, si on le prend comme ça, mais on en parlera plus en profondeur dans la deuxième vidéo. Ce serait Akesha qui du coup après vous rend la main à l'adversaire et va plutôt jouer en fonction de ce que va faire l'adversaire. Ouais, et en plus de ça, on avait parlé de carte advantage et comme quoi, enfin, aggro ne veut jamais faire du carte advantage parce qu'on veut finir la partie assez rapidement, mais contrôle au contraire, c'est l'archétype qui aime bien faire du carte advantage en général. Parce que ça permet de réagir encore plus et contrôler, avoir tous les atouts possibles pour contrôler et disrupt. Ok. Keyuko? Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que contrôle, comme disait Kovi, contrôle veut avoir la bonne solution au bon problème. C'est-à-dire il va attendre que le problème se pose pour en trouver la solution. Et effectivement, c'est souvent le deck qui va endosser le rôle de contrôle, c'est celui qui va avoir la stratégie la plus tardive possible, parce qu'en général, c'est là où ça masse le plus de puissance. Plus une carte coûte cher, en théorie, c'est évidemment, plus une carte coûte cher et plus elle est censée être puissante, et donc paquer de la value en une seule carte. Et donc le contrôle, ce qu'il va vouloir, c'est empêcher la partie de se finir vite pour commencer à pouvoir déployer ces cartes-là qui vont être très puissantes. Et donc souvent, il va falloir avoir à disposition tout un outillage selon les différentes situations pour gérer l'adversaire. Si l'adversaire dégueule sa main
ce qu'on appelle go wide, envoie, aligne ces créatures par exemple côte à côte, wide, hein, c'est ça, c'est large, de façon à faire une armée de trucs, et ben il va pouvoir jouer une carte qui les gère toutes, par exemple en faisant, je sais pas, 2 dégâts à toutes les créatures par exemple. Pyroclasme à Magic. Ou Wrath of God, dont on parlera peut-être après. En tout cas, une carte qui va faire du 1 pour X et qui va permettre de faire en sorte de reprendre l'avantage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'adversaire il a plus rien en main, il va être en mode top deck, un nouveau terme qu'on va devoir définir. Et il va être en mode top deck, et en fait, bah toi, comme tu as utilisé qu'une seule carte pour en gérer plein, bah tu as encore 3-4 cartes, plus des cartes qui font piocher, et donc au fur et à mesure, au bout d'un moment, l'adversaire va être paralysé, puisque il va mettre un seul truc par tour, et toi, tu auras de quoi le gérer, et en plus, tu auras des cartes plus fortes, donc tu vas gagner la partie, et c'est ça le plan de jeu d'un deck contrôle en général. Ok, et le genre de carte dont tu as parlé, on peut, pour donner une analogie un peu altered, ça pourrait être la furie du Kraken, où pour une carte, tu vas en gérer plusieurs. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est l'exemple de la carte contrôle par excellence dans Altered. Ok, parfait. Et voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Ne vous inquiétez pas, la deuxième partie arrive très vite. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pour gagner ces 3 boosters du Kickstarter, c'est très simple. Il vous faut tout simplement être abonné à cette chaîne, avoir follow la chaîne Twitch, lâcher un like et lâcher un commentaire en disant que vous participez ou juste en mettant votre pseudo Twitch directement dans le commentaire. Voilà, donc n'hésitez pas à puncher cette barre de pouce, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à nous faire vos retours surtout, à nous demander s'il y a des termes sur lesquels vous tombez et que vous ne connaissez pas. On se fera un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée et je vous dis à très vite. Des bisous.